Si tu vis à l'étranger et que tu as pour ambition de te lancer dans le digital au travers d'une start-up ou d'une application que tu as envie de lancer dans ton pays, il faut savoir que tu vas te heurter à plusieurs difficultés. Quand bien même tu as une équipe de développeurs, il te faut quelqu'un qui soit le pont entre les développeurs et toi qui es dans le métier. Parce que les développeurs, de manière générale, n'ont aucune compétence sur toute la partie gestion de projet IT et on a tendance à trop négliger cette partie-là. C'est ce qui a fait défaut à notre intervenant qu'on va voir aujourd'hui sur ce podcast et il m'a sollicité pour pouvoir l'aider à redresser la barre de telle sorte qu'il puisse lancer son projet. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chono Kevin. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, on aura l'opportunité de voir un témoignage réel de quelqu'un que j'ai accompagné sur son projet qui vit à Diaspora et qui a lancé une pépite du coup dans son pays natal qui est la Côte d'Ivoire. Et nous allons avoir son retour d'expérience direct sur l'accompagnement que j'ai pu faire pour lui et qui a littéralement sauvé son projet. Bonjour Donatien, comment vas-tu? Très bien Kevin, bonjour, tu vas bien? Ça va, merci. Bah écoute, merci d'avoir donné de ton temps pour pouvoir participer à ce podcast. Comment ça se passe? Écoute, fais avec, on vient juste d'arriver à Abidjan, les activités vont reprendre, donc on est à fond. Ah, c'est super, tu nous as laissé la grisaille, tu allais faire les... C'est clair. C'est tout à fait ça. Ah, super. En tout cas, merci beaucoup de participer à ce podcast. Donc, je t'explique un peu le concept de ce nouveau podcast que j'ai lancé sur ma chaîne YouTube. Et donc, le but, c'est de partager un peu avec la communauté ce qu'on fait dans le monde du digital. Donc, tout le monde a envie de se lancer, mais beaucoup de gens ont un petit peu peur, etc. Voilà, donc il est important qu'on puisse avoir un retour d'expérience de chacun. Donc de mon côté, j'essaie de voir les personnes que je connais autour de moi et tu as répondu présent, je te remercie pour ça. Et qu'on puisse quelque part partager un peu les réussites, les échecs, les difficultés, etc. chacun dans nos domaines d'expertise. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur le domaine de la médecine. Moi, je suis pas médecin, donc il y a que toi qui pourras nous expliquer un peu ce qui se passe, l'univers de la médecine. Comment est-ce que toi aujourd'hui tu as réussi à te positionner également au travers du digital sur la médecine, d'accord? Donc, pour ce faire, on va commencer déjà par des présentations. Hein. Donc, dis-nous qui tu es, dans quel domaine tu travailles, et puis voilà. Bien, tu l'as si bien dit, hein, je suis médecin déjà, médecin généraliste, et je travaille dans l'industrie du médicament pour un laboratoire pharmaceutique américain qui est très bien connu, que je ne dirai pas le nom. À part ça, j'ai aussi fait d'autres diplômes, hein, comme tout médecin qui serait passionné de longues études, un master en marketing par exemple à l'INSEC, où j'ai décroché un master en marketing stratégique. 3 diplômes universitaires, un à Paris Descartes en thérapeutique immunologique, un à Lyon en lecture critique d'essais cliniques, et un autre, c'est plutôt un certificat, celui-là, c'est à Johns Hopkins aux USA, c'est sur la conception et le design des méthodologies d'études cliniques. Et puis, tout ça, c'était plus pour m'orienter, comme tu peux le voir, hein, dans la recherche clinique, plus dans l'industrie pharmaceutique et précisément dans les affaires médicales. D'accord, mais ça fait un lourd bagage, hein? Ça fait un lourd bagage assez passionnant. Ah ouais, mais ça fait combien? Non, mais on compte pas parce que d'autres font plus que ça. Et puis, les DU, c'est 1 an, quoi. Il y a des moments où tu peux faire 2 DU en 1 année. Donc, si tu es assez fort. Donc, tu peux t'inscrire et puis bosser à ton rythme. Le plus important, c'est la passion derrière. C'est pas le temps que ça prend. C'est clair. Effectivement. Et du coup, aujourd'hui, là, tu es présent en Côte d'Ivoire par rapport à quelque chose de spécial. Oui. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'écosystème de la médecine, puisque tu as la double casquette et la chance de pouvoir nous apporter aujourd'hui un visuel entre ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe chez nous au pays. Quelle est un peu la différence entre les deux niveaux de médecine qu'il y a? Est-ce qu'il y a un réel gap? Et qu'est-ce que concrètement, à ton échelle, tu peux apporter? Très bien, mais en fait, il y a un réel gap. Il y a un réel gap, mais pas sur tous les niveaux, Dieu merci. Il y a un gap au niveau du matériel, mais pas au niveau des ressources humaines. Au niveau des ressources humaines, on est quand même bien, quand je dis ressources humaines, je parle des compétences précises des médecins et de la capacité à prendre en charge, à diagnostiquer, prendre en charge les traitements en Côte d'Ivoire, on est bien nantis. Mais lorsqu'on va rentrer dans le matériel que tous ces médecins peuvent avoir pour améliorer la prise en charge des patients, par exemple des scanners, des IRM, est-ce que dans tel ou tel cas on est confronté à un manque de matériel médical qui peut être encore plus criard dans certaines régions du pays ou même dans d'autres pays de la sous-région versus les pays européens où il y a quand même un minimum en termes de logistique. Et derrière, il y a aussi le système sanitaire qui appuie tout cela. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le matériel dans les hôpitaux pour dire que, écoute, on a les médecins, on a le matériel, allez-y. Comment ça se passe? Comment tout ça s'est orchestré? Combien ça revient aux patients? Quel est le coût in fine pour l'État ou pour le patient ou pour l'hôpital? Eh bien, tout ça encore, ça reste des mesures qu'on peut vraiment améliorer. Je n'ai pas dit qu'il y a
c'est pas mal, mais on peut améliorer beaucoup de choses et on on peut s'aider aujourd'hui des nouvelles technologies de l'information, de la communication et de tout ce qui se fait aujourd'hui dans d'autres pays pour pouvoir les adapter vraiment c'est-à-dire réalité ivoirienne. Parce qu'il y a des choses qui se font ailleurs qui ne sont pas du tout adaptables, ou bien qui sont adaptables, mais qui ne sont pas de façon brute intéressantes ou adaptées vraiment à nos cieux. Et il y a beaucoup d'erreurs comme ça qu'on a eu à faire dans le temps. Même moi, j'en ai fait. Donc, et là, aujourd'hui, on arrive à adapter mieux les choses et faire de sorte que tout ce qu'on propose répond vraiment aux caractéristiques de la population. D'accord, c'est très bien parce que c'est quelque chose que je dis souvent aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est que ils ont le calque de l'Occident et ils Oui, essayent de aplatir ce calque directement sur oui. le marché africain et souvent ils dépensent des sommes astronomiques pour essayer de faire marcher des choses alors que c'est le terrain qui dicte un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, Mhm. comment tu es sur le terrain? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de la différence par rapport à ça et comment toi ça a impacté aujourd'hui ton business? Moi, premièrement, la grosse différence qui m'a le plus interpellé, c'est plus au niveau du digital de la santé, de la santé numérique. Pour moi, en fait, le fait du moment où on a la capacité d'avoir Internet dans une population, on ne peut pas s'affranchir de dire, voilà, on manque de telle ou telle chose, on peut tout avoir. Du moment où on a Internet, en tout cas, on peut tout avoir du point de vue digital. Le problème, c'est que chez nous, en Côte d'Ivoire, on a Internet, on a fibre, tout le monde utilise, le monde est sur les réseaux, on voit un peu comment on draine les réseaux sociaux de la sous-région en Côte d'Ivoire, mais par contre, au niveau sanitaire, c'est pas le cas. On peut juste réadapter certaines réalités, c'est un concept qui marche ailleurs, les réadapter en Côte d'Ivoire, avec les ressources qu'on a, qui est l'Internet. Les personnes qui l'utilisent déjà, qui ont un matériel qui est le smartphone, ben, on peut faire des choses merveilleuses pour améliorer la santé de la population. Quand je parle de santé de la population, je ne parle même pas de santé curative ou dit c'est l'Internet qui va guérir son hypertension, etc. Ben non, même pas ça, mais qui va prévenir son hypertension, de sorte qu'il n'aurait pas eu, ce patient-là, une hypertension s'il avait un régime équilibré, s'il avait reçu des conseils de médecins au bon moment, au bon endroit, lorsqu'il était malade en ce moment-là, ou bien avant même qu'il ne tombe malade. Voilà. Donc c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Et aujourd'hui, on arrive à faire des choses fabuleuses. Je ne suis pas seul, hein, mais on arrive aujourd'hui à faire ensemble des choses fabuleuses sur ce domaine-là. Si on veut rentrer dans le vif du sujet, plus précisément, parce que pendant que je parle, j'ai une idée dans la tête, ce qui me vient, et désolé si j'en boite pas. Bien sûr. Quand je parle de santé numérique, je parle de tout ce qui va permettre au patient d'utiliser à la fois son téléphone, Internet, pour consulter, pour avoir des documents médicaux, pour avoir des recommandations de médecins, des avis médicaux, même si ce n'est pas de la consultation, pour pouvoir se faire dispenser des médicaments en pharmacie et pour pouvoir se faire suivre lorsqu'il sera malade demain. Pour le médecin, également, ce sont des dispositifs qui vont permettre de pouvoir améliorer sa prise en charge, c'est-à-dire mieux prendre en charge le patient rapidement, lui donner de bons médicaments, des médicaments qui sont approuvés, des médicaments pour lesquels il y a moins d'interaction avec les anciennes molécules que le patient a dû prendre. Et pour savoir les anciennes molécules que le patient a dû prendre, ben, il faut avoir un répertoire de données, ou du moins une base de données. Il faut savoir exactement qu'est-ce qu'il a pris en 2020, 2021, 2023, 2024, savoir ce qu'on va lui donner aujourd'hui en 2025. S'ils souffrent du diabète, par exemple. Souvent, ils oublient, souvent, ils ont des effets indésirables voilà, ils peuvent oublier. Souvent, la famille à côté n'est pas toujours, je dirais, n'est pas toujours capable de répondre aux questions du médecin. On peut avoir certains manquements, on ne sait pas, il faut appeler le tonton qui a peut-être l'information sur ce que papy prenait pour sa tension, etc. Bon, là, c'est essayer de regrouper tous ces besoins-là dans une seule solution. Donc, c'est sur ça qu'on travaille aujourd'hui. D'accord. Bah, en tout cas, déjà, félicitations pour les efforts fournis et puis le fait que, je dirais, les compétences que tu as pu avoir à l'étranger pour finir servent la communauté. Hein, clairement, tu aurais pu créer des systèmes qui allaient être exploités à l'étranger, mais tu as pensé à ton pays et pour pouvoir venir tenter l'aventure entrepreneuriale également. Aujourd'hui, ça se résume à quoi cette aventure entrepreneuriale? Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce que tu as créé? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Bien, ça se passe bien. Qu'est-ce que j'ai créé j'ai créé une plateforme où je me suis inspiré, beaucoup plus inspiré de Doctolib. Donc, j'ai créé une plateforme de télémédecine de base qui se voudrait au préalable une structure juste de téléconsultation qui relierait le patient au médecin et tout était réglé. Pour moi, je pense que je pensais avant, que ça pouvait vraiment jouer, c'était vraiment ce qui allait donner vraiment un boom à la santé. Ça allait permettre aux gens de ne pas se déplacer, mais de téléconsulter. Maintenant, après, on a réalisé que ça soulevait plusieurs points. Ça ne répondait pas à une solution. Certes, ça répondait à une solution pour la plupart des patients, mais ça soulevait plusieurs points. Le patient qui ne peut pas se déplacer, mais qui n'a pas Internet. Le patient qui a Internet, qui peut se déplacer, mais qui veut voir un médecin précis et que ce médecin n'est pas sur notre plateforme, parce que nous, on aurait travaillé par exemple avec un couple de médecins. Ce patient qui n'a pas assez de sous, qui a Internet, qui a un téléphone, mais qui n'a pas assez d'argent pour consulter, et donc du coup, c'est plus compliqué pour lui de pouvoir utiliser la téléconsultation. Il peut aller du coup dans un hôpital, un CSU-Com, pour consulter là-bas au coût du public, parce que ça convient mieux à ses besoins. Il ne faut pas oublier que la téléconsultation a un coût. Il y a plusieurs problématiques. Il y a aussi les patients qui sont assurés, qui ont une assurance.
et qui ont donc qui vont dans un centre de santé ou une liste de centres de santé qui sont agréés par l'assurance, mais qui ne peuvent pas aller aussi dans d'autres centres de santé pour se faire soigner. Il peut arriver que dans l'immédiat, ils ont plus besoin d'aller dans ces centres de santé-là, ils ont le droit d'aller où ils veulent, notamment s'ils ont une assurance. Mais l'assurance ne peut pas tout couvrir. Donc c'est une impossibilité pour l'assurance aussi d'avoir des mains partout. Une impossibilité aussi pour les nouvelles cliniques privées de se faire connaître. Par exemple, à Dabakala, à Genoula, ou même tout près, à Benjerville, une clinique de Yopougon qui veut se faire connaître à Benjerville pour avoir des patients qui quittent Benjerville pour aller à Yopougon et qui travaillent à Yopougon et qui voudraient, par exemple, que les patients de Yopougon, qui sont que les patients de Benjerville qui travaillent à Yopougon, consultent là pendant qu'ils ont un souci d'un bobo. Mais comment ils se font connaître, par exemple, cette clinique-là? Il faut passer devant. Comment aussi tu emmènes les pharmaciens à lutter contre le faux médicament, la profusion de faux médicaments? C'est compliqué. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit luttons contre les faux médicaments, mais il y a des choses qui sont simples si on veut vraiment lutter contre ça. On peut essayer de tout tracer, c'est simple. Une boîte de médicaments, elle a une vie, c'est une boîte de médicaments, elle est différente des autres. On peut identifier boîte par boîte en fonction de ce qui rentre sur le territoire. On peut identifier boîte par boîte pour savoir quel est son parcours. Comment elle a fait pour arriver en Côte d'Ivoire, qui l'a reçu, ainsi de suite. Et tout est numérisé, informatisé. Aujourd'hui, tous ces moyens-là, on peut l'utiliser. Et il y a des nouvelles startups qui naissent aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui travaillent sur un point ou un aspect de chaque solution en proposant des solutions. De chaque problème, pardon, en proposant des solutions. Et donc, du coup, nous, on s'est lancé dans cela. Étant médecin dans la santé, je me suis dit, on peut essayer de faire gros. Comme j'aime bien faire les choses, je me dis, allons-y jusqu'où on ne pourra plus aller, jusqu'au bout de nos limites. Donc, on a conçu une seule plateforme qui regroupe tous ces use cases, tous ces cas pour lesquels on aura des problématiques, et en même temps qui apporte une solution à chaque cas. Ce n'est pas la meilleure plateforme, c'est clair, mais c'est pour l'instant la seule plateforme digitale en santé qui couvre tous ces points-là et qui apporte autant de solutions à la fois sur cette plateforme. Et j'aimerais que on discute un peu maintenant des débuts de cette plateforme parce que tu m'avais fait signe justement pour un accompagnement sur cette partie-là pour t'aider vraiment à lancer cette plateforme et j'aimerais que tu expliques un peu les difficultés que tu as eues au début qui ont fait que tu avais besoin de quelqu'un qui est dans la transformation digitale et qui allait t'aider à vraiment poser les jalons comme il se doit pour ton projet IT pour que ça puisse se lancer. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Bien, c'était difficile. Et lorsque je le pense, c'est franchement des mauvais souvenirs. Ouais, c'était difficile. Parce qu'avant de te connaître, il faut dire que j'ai eu à solliciter une plateforme, enfin, une équipe de développeurs, mais là, c'était pas la peine. On a payé, ils n'ont pas développé le projet, le produit comme il se devait. Il y avait plein de bugs, alors qu'on avait même fait une présentation à plein de médecins et qui ont aimé le projet, l'esprit du projet, mais qui ne pouvaient pas encore l'utiliser. Parce qu'il y avait plein d'étapes qui manquaient. Et justement, l'idée, c'était de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Souvent, dans le fond de mon projet, je voulais le construire en Côte d'Ivoire. Je ne voulais pas construire un projet, moi qui suis en France, appeler des développeurs français pour construire un projet uniquement français, franco-français, et qu'on exporterait en Côte d'Ivoire pour utiliser cela. Non. Je veux construire d'abord une société de droit ivoirien, ça a été fait. Une plateforme avec des développeurs qui sont sur place en Côte d'Ivoire, qui connaissent les réalités de Côte d'Ivoire, pour me permettre de pouvoir être au parfum des choses là, de ce qui va se passer, de ce qui se passe en réalité en Côte d'Ivoire. Notamment sur le plan des débits et tout ce qui passe autour dans le milieu de la tech. Mais je suis pas en Côte d'Ivoire de base. Je suis résident en France, à Paris. Je travaille là-bas. Même si je viens très régulièrement, très fréquemment chaque année à plusieurs reprises pour travailler également dans le cadre de ce projet ici, c'est très difficile pour moi de pouvoir mener à bien ce projet-là. Donc, il fallait forcément que je trouve des développeurs en Côte d'Ivoire. Donc, pour la première équipe de développeurs qu'on a eu, ils sont foutus de nous. Ils ont fait une petite plateforme qui était bien sur l'interface, mais derrière, c'était n'importe quoi. Et c'est là que j'ai compris les notions de front, de back-office, de front-end, etc. Bon, voilà, je m'ai énormément formé là-dessus. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était que tu nous apportes ton expertise, raison pour laquelle on t'avait sollicité. Et par recommandation de Lionel, c'était pour que parce que lui également, il a eu à te solliciter justement pour ce projet. Et donc, du coup, on s'est dit, écoute, si on parle d'une seule personne, dirigeons-nous vers la bonne personne, comme ça on est tranquille. On s'est tous dirigés vers toi. Et donc, du coup, l'idée, c'était pour ça. C'était de savoir un peu, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir être bien entouré. Mais le problème, c'est que souvent, on ne sait pas si on est bien entouré. Tu te dis, oui, il y a des équipes de développeurs en Côte d'Ivoire qui vont faire le travail. Mais non, il faut quelqu'un qui va s'assurer qu'ils font bien le travail. Exact. Ils codent bien et que ça rentre bien dans ce que toi tu veux. Sinon, après, ils vont développer un site web qui est bien, qui est joli, mais à la fin, ça marche pas. Ce n'est pas un site web de présentation des cliniques. Ce n'est pas un site web de présentation et un site web institutionnel où tu vois des images défiler. Non. Il fallait des algorithmes derrière qui fassent qu'un patient prend un rendez-vous avec un médecin. Un médecin peut annuler son rendez-vous ou le redisposer quand il veut. Le patient peut faire de même. Un patient peut donner l'accès à ses documents médicaux à un médecin et ne pas donner l'accès à ces mêmes documents médicaux à un autre médecin qui est aussi sur la plateforme. On est dans la complexité quand même des choses, parce que tout ça, ça doit répondre aussi aux droits de santé de la population. Donc, si on veut coupler droit de santé de la population, droit médical avec ce que le médecin lui-même aussi a le droit de faire et de ne pas faire. Si on veut les mettre tout ça dans une application, sachant qu'on n'est pas uniquement sur le patient et le médecin, mais on est aussi sur la clinique privée, sur les laboratoires d'analyse et d'imagerie, on est aussi sur les assurances. Donc, on n'est pas vraiment, chacun a ses droits, chacun a ses devoirs et chacun a ce qu'il normalement peut ou peut pas faire, si tu veux, dans le domaine de la santé. Donc, il fallait en fait
faire de sorte que tous ces acteurs-là sur la même plateforme puissent répondre à leurs besoins et puis puissent aider, parce que si à la fin, c'est pour envoyer, enfin, alourdir la paperasse administrative, ça sert à rien. Donc, il faudrait que tout cela se fasse de façon fluide. Tu vois. Et par exemple, dans la plateforme clinique, il y a des personnes qui ne sont pas assurées, il y a d'autres qui sont assurées. Donc, il y a d'autres, lorsqu'ils ne sont pas assurés, ils vont consulter un médecin, ils vont payer. Il y a d'autres qui sont assurés parce qu'ils sont assurés lorsqu'ils vont consulter, ils ne vont pas payer parce que c'est l'assurance qui prend en charge. Il y a d'autres qui travaillent, il y a d'autres qui ne travaillent pas. Il y a d'autres, lorsqu'ils travaillent, ils vont consulter le médecin du travail, donc ils ne vont pas payer. Mais les mêmes patients, lorsqu'ils vont consulter un gynécologue, par exemple, qui est dehors, ben, ils vont payer. Donc, tu vois, toutes ces règles de paiement, de remboursement aussi lorsque la consultation n'a pas été faite, tout ça doit être imbriqué dans une seule plateforme à la fois web et mobile parce que tout le monde utilise aujourd'hui le téléphone. Et donc, voilà la complexité du projet. Et puis, les premiers développeurs qu'on avait trouvés n'ont pas pu faire et pour lesquels on a sollicité justement tes compétences pour nous aider à avancer ce projet-là. Et grâce à toi, justement, on a pu avancer dans la structuration du besoin. Et là, j'ai compris aussi que, et là, c'est un conseil que je donne aux autres entrepreneurs qui veulent avancer dans la santé et dans la tech, en tout cas de la tech en santé. Souvent, on a une idée. On se dit, je vais la mettre en place. Et on a du mal lorsqu'on nous propose maintenant le rendu, on a du mal à dire effectivement ça répond à nos besoins. Mais il faut trouver un intermédiaire. Quelqu'un qui vraiment fait le pont entre ce que toi tu penses l'idée et qui est codeur, qui va se dire voilà comment on code. Et c'est ce qu'on n'avait pas dans l'équipe au départ. Et c'est grâce à toi justement qu'on a pu même changer de prestat, aller sur une nouvelle structure de prestation. Il nous développe aujourd'hui la plateforme selon tes guides, enfin tes recommandations. Et aujourd'hui, ça répond à nos besoins. Et on a fait le lancement de la partie clinique entreprise. Et on est en train de faire le lancement de la partie clinique en public. Donc, c'est aussi tout ça, en fait. Donc, c'est vraiment ce pont-là. Bravo. C'est ce pont-là qui est difficile. Merci beaucoup. Mais bravo à toi. Mais en fait, c'est ce pont-là qui est difficile aujourd'hui à trouver. Et ça, c'est ce qui est la rappellera aujourd'hui dans la tête. C'est ça, c'est de trouver la personne qui est l'intermédiaire qui fait ça. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui manque à beaucoup d'entrepreneurs parce que la plupart du temps, les entrepreneurs qui sont dans leur métier à fond et qui sont pas forcément dans le digital, ils pensent qu'il suffit d'avoir des développeurs et que les développeurs uniquement vont pouvoir faire de la gestion de projet IT. Alors que c'est deux métiers différents. Un développeur, c'est quelqu'un à qui on donne un cahier des charges et il code. Il code ce cahier des charges tranquillement et puis il livre le boulot. Mais c'est pas celui qui est l'orchestrateur. Ça veut dire que tous les use cases qui doivent être, je dirais, générés en amont, déjà c'est le client qui doit quelque part les fournir, mais sauf que le client lui-même, comme c'est pas forcément quelqu'un qui est à fond dans l'IT, on ne peut pas penser à tout. Donc il faut vraiment ce biseau, une personne qui est intermédiaire, qui est capable de faire que le client puisse, je dirais, faire sortir le maximum des idées possibles dans le but de créer le MVP. Quelqu'un qui est capable de dire attention, c'est pas la peine d'aller sur ces étapes, mais va plutôt sur celle-là parce que budgétairement parlant, c'est celle qu'il te faut par rapport à ta cible, par rapport à ton marché, etc. et autres. Et comme ça, on arrive à harmoniser un petit peu les use cases, on arrive à harmoniser tout ça en fonction du budget et à atteindre un MVP assez rapidement, quoi. Donc aujourd'hui, c'est surtout pour ça que tu m'avais sollicité. Je suis vraiment content que on ait réussi à atteindre certains objectifs, d'accord? C'est grâce à toi aussi, hein, par les efforts que tu as eu à le faire. Et surtout, les développeurs qu'on a changé pour le coup, parce que on a pris une équipe qui était vraiment beaucoup plus compétente que l'ancienne. Donc les skills, c'est vraiment très important. C'est très difficile de trouver des bons développeurs parce qu'ils sont déjà pris sur d'autres missions, etc. Donc c'est carrément autre chose. Et du coup, comment réussir à faire suivre aussi un peu d'un point de vue projet, tout ça, c'est souvent un peu compliqué. Donc j'aimerais que au travers de ce que tu as vécu, tu laisses un message à des personnes qui veulent aussi se lancer, qui ont des idées d'application, qui aimeraient se lancer aussi. Comment est-ce que pour toi ils devraient procéder pour que ça se passe au mieux? Est-ce qu'ils devraient prendre vraiment quelqu'un comme moi pour pouvoir accélérer ou tu penses qu'ils peuvent se passer de ça? Comment est-ce que toi tu l'as vécu et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Moi, je pense que déjà, premièrement, en tout cas, pour ceux qui sont de la diaspora, parce qu'il y a pas mal de frères de la diaspora qui veulent se lancer dans ces projets, ce type high-tech, ce qu'ils pensent avoir, et on pense tous avoir la science infuse. Mais c'est de revenir au terrain. Ça, c'est la première des choses. C'est qu'il faut revenir sur place, rester un bon moment, regarder, prendre un mois peut-être de vacances si on peut, et le faire assez régulièrement, et puis voir comment ça fonctionne. Ça, c'est la base. Parce que nous, dans Clinique, dans l'idée même, on s'était un peu planté, on a dit téléconsultation, mais après, c'est plus une téléconsultation, c'est un écosystème, parce que tu ne peux pas faire un seul pan de la téléconsultation. Ouais, c'est clair, c'est pas possible. Sinon, tu fais juste un projet de niche pour 2-3 personnes, et puis tu fais ton petit chiffre d'affaires, et c'est bon. Mais tu ne contribues à rien. Tu ne contribues pas à améliorer la santé publique. L'idée, c'est vraiment de redescendre au terrain, de revenir et de retrouver toutes les valeurs de la population et comment ça fonctionne. Et ensuite, de trouver l'équipe de développement, mais surtout de trouver le pont, justement, comme je l'ai dit, moi, je pense que c'est obligé. De trouver un pont entre toi, l'idée, le concepteur qui a l'idée et qui dort tous les jours en pensant à ça, et celui qui va rester derrière son écran et qui va coder. Parce que vous deux, vous n'avez pas les mêmes façons de penser, vous n'avez pas la même façon de réfléchir, de voir les choses. Toi, souvent, tu es très loin dans l'idée parce que tu l'as tellement pensé que souvent tu la vis au quotidien et souvent dans certaines situations, tu dis, ah ouais, si j'avais mon projet, là, ça marche. Mais le développeur, il n'est pas dedans. Lui, il prend tes recommandations et il les implémente et il te donne le produit. Donc, il faut trouver quelqu'un qui est à la fois toi, mais aussi qui est le développeur. C'est très difficile lorsque tu es porteur d'une idée de le faire.
Tu ne peux pas être porteur d'une idée et dire, bon, allez, je sors de mon côté porteur d'idée pour être dans un côté intermédiaire. Mais non, c'est que tu ne portes pas l'idée, parce que l'idée, elle est vraiment lourde, tu ne peux pas. Donc, à un moment, trouve quelqu'un, décharge et délègue, que cette personne a justement soit l'interface qui te permettra de mener à bien le produit. C'est pas un luxe, hein. Il faut le faire, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et moi, je pense que c'est le seul conseil, en tout cas le plus important que je puisse donner aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en tout cas en IT et surtout dans la santé, c'est déjà de revenir, de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce que c'est pas les mêmes. C'est vrai que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est similaire dans la sous-région, mais ça reste des réalités vraiment pays par pays et souvent même ville par ville. Et ensuite, trouver un bon interlocuteur avec une bonne société de développement et qui fera maintenant le travail de façon parfaite. Efficace. C'est ça. Ok, super, Voilà. super. Bah écoute, merci Donatien pour ton retour d'expérience. Franchement, ça m'a fait plaisir d'échanger sur ces sujets-là. Bah je te souhaite du coup une bonne continuation dans ton projet, Merci. beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, hein, et surtout que ton Merci. projet puisse impacter réellement des vies. On espère aussi. Merci beaucoup. Je prends. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci bien à toi et encore force à toi. Et voilà, n'hésite pas, tu peux me solliciter quand tu as besoin. Et encore toute l'équipe clinique te dire un grand merci. Merci, merci, Merci. merci. Ça marche. Allez, ciao. Ciao.